Andreas Maier, Introduction à Sigmund Freud. Éditeur, La Découverte. Collection, Repères Philosophie, année de publication 2020. Lecture, page 4 et suivante. Ainsi, depuis des décennies, beaucoup d'encre a coulé pour démonter ce qu'on a appelé la légende freudienne, une version édulcorée de l'émergence de la psychanalyse de son fondateur. Les guerres qui ont éclaté autour de Freud pendant les années 1990, très médiatisées aux États-Unis sous le label Freud Wars, et par la suite importées en France, ont poussé plus loin ce démontage tout en réactivant de vieux schémas historiographiques plutôt réducteurs et moralisants. Ou bien Freud a découvert l'inconscient au cours de son auto-analyse, ou bien il a juste repris ce qui avait été déjà trouvé par ses précurseurs, ou bien il a fondé avec la psychanalyse une nouvelle science révolutionnaire susceptible de renseigner l'homme sur sa place précaire dans la civilisation moderne, ou bien il a échafaudé un édifice de mensonges et d'illusions en confondant sa propre névrose avec une théorie pour la suggérer à ses patients crédules. Face à une telle vision schématique de l'histoire qui voudrait convoquer les acteurs devant une sorte de tribunal, un déplacement s'impose. Il est nécessaire en premier lieu de comprendre les enjeux théoriques et thérapeutiques de la psychanalyse freudienne dans leur contexte socio-historique. Il convient pour cela de restituer le sens spécifique de ces termes et de ces démarches, tout en insistant sur leur caractère situé et leur dynamique collective, sans avoir recours à des modèles préétablis. La question de la scientificité de la psychanalyse, qui a tant occupé les esprits, serait alors à traiter dans les termes d'une problématique historique et non pas de façon normative. Cet ouvrage présentera les thèmes et textes principaux de l'œuvre freudienne à partir d'une approche à la fois génétique et contextuelle. Nous reprenons ainsi à notre compte une dénomination que Freud lui-même avait choisie quand il caractérisait sa manière d'exposer la psychanalyse comme une alternance entre les démarches génétiques et dogmatiques. Alors que la première répète le chemin parcouru par le chercheur lui-même, en confrontant le lecteur à toutes les difficultés et aspérités de la recherche, courant ainsi le danger de décourager celui-ci, la seconde commence par les résultats, exige l'adhésion à ses présupposés tout en donnant peu de renseignements sur leur justification, et risque à son tour d'éveiller le scepticisme du public. Et comme Freud le savait très bien, on ne prêche que les convertis. Exposer l'œuvre dans ces contextes spécifiques nécessite d'abandonner une approche de commentaire purement internaliste, mais également de s'écarter de toute tentative psychobiographique. Malgré sa grande portée culturelle et philosophique, il convient de rappeler que le premier ancrage de la psychanalyse freudienne est à trouver dans une clinique neuropathologique ayant même les ambitions d'une médecine expérimentale. C'est dire qu'une grande part de l'œuvre de Freud émerge dans un espace bien circonscrit, celui de la pratique privée des psychonévroses de la fin du XIXe siècle, et que ses conceptions théoriques et thérapeutiques sont marquées par ce fait. Si on ne prend pas en compte le réseau de mentors, collègues, amis et patients qui peuplent ce monde clinique, il semble difficile de comprendre le contexte de l'œuvre freudienne qui a inscrit celle-ci, parfois d'emblée, par sa forme même, dans une histoire collective et conflictuelle. Nous espérons que cette introduction à un auteur dont les textes ont donné lieu à tant de commentaires souvent contradictoires, par le biais de la contextualisation de ceux-ci, fournira aussi au lecteur des outils pour pouvoir repenser les relations de l'œuvre freudienne avec les sciences humaines et sociales.